Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Éric Ebel au micro de Nouvelle Conscience. Éric Ebel a fait carrière dans la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. En 2019, Éric prend un virage à 360 et met fin à son activité professionnelle. Il partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement en école de commerce à Toulouse, la création de jeux de société et d'émissions de radio. À 48 ans, Éric Ebel découvre la notion de douance intellectuelle et décide, après plusieurs mois d'interrogation, de se faire tester. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours et sur l'importance du diagnostic dans le processus de compréhension et d'acceptation de soi. Je suis heureuse de vous proposer cet échange du cœur, spontané et enthousiasmant, neurotypique ou atypique, dans un objectif commun de quête de sens et de réalisation de soi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour Manon. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Ouais, tu te sens bien à Toulouse pour commencer la semaine La semaine a très bien commencé. Hier, j'avais la chance de voir des étudiants pendant 7 heures. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a fini au bout de 6h45. Clairement, 7 heures. Il m'est arrivé une idée, une demi-heure avant la fin, de leur faire un peu de mathématiques financières. Bon, là, je me suis rendu compte que c'était important parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Oui. Parce que la machine leur dit pas tout. Oui. Leur crache un chiffre, mais ne leur dit pas comment ça fonctionne. Et ça a tellement bien fonctionné que le résultat sera fait demain matin avec décorticage de la formule par un étudiant pour celui qui aura compris. D'accord. Donc oui, ça va parce que aujourd'hui, je n'ai pas 7 heures de cours, c'est plutôt cool. Ouais, tu peux employer ton temps pour faire d'autres choses dans cette interview. Voilà, dans cette interview, et c'est la première fois que je me fais interviewer, donc c'est un challenge. Ouais, encore une fois, merci d'avoir accepté de le relever avec moi. Donc aujourd'hui, on est à la Maison de l'Occitanie à Toulouse. C'est là où tu m'as accueilli. Donc merci de m'accueillir dans cette belle pièce, dans ce bel hôtel particulier. Donc on ne va pas parler de finances, de tes cours aujourd'hui, même si je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On va parler de la notion de haut potentiel intellectuel, ou bien HPI. C'est l'abréviation qu'on utilisera pendant l'épisode. Donc c'est un thème qui est venu en fait au cœur de la discussion tout à fait naturellement, notamment par une personne interposée. Et donc tu as rencontré cette notion assez tardivement dans ta vie, la notion de haut potentiel. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel contexte tu l'as rencontré et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, ce que ça a changé énormément de choses, et je pense que c'est pas fini. Alors oui, je l'ai rencontré un peu tardivement, sans vouloir être trop long. J'ai passé une semaine de vacances à 47 ans et 10 mois. Catastrophique. Je m'étais fixé un objectif qui est tout bête, c'était de faire une opération qui doit normalement durer 5 minutes. Donc j'avais une semaine pour le faire. En général, c'est bon, on a le temps. Je suis quand même un procrastinateur de haut vol, comme beaucoup de haut potentiel, ou de doué, le terme de zèbre, ce sont des termes, énormément de termes qui sont utilisés. Et malheureusement, au bout de cette semaine, je n'ai pas trouvé, et je n'ai pas voulu, et je n'ai pas réussi à faire cette petite opération simple, bête et méchante, que je n'avais jamais faite, mais bon, je pense que elle prend 5 minutes pour quelqu'un qui est rodé. Bon, pour moi, ça aurait été un quart d'heure. Donc imaginez un quart d'heure en une semaine, ça doit pouvoir se faire. Et là, c'est le début de la déprime, de la descente.
Et ça a pris quelques mois. Quelques mois plus tard, je me retrouve à me dire, je vais me faire un bilan de compétences, je ne savais plus où j'étais. Je venais de lancer ma société il y a 3-4 ans, j'étais tout seul. J'étais un peu comme la grenouille. Vous savez, l'histoire de la grenouille que vous mettez dans une casserole et vous faites chauffer tranquillement l'eau. La grenouille, elle va mourir de ça bellement parce qu'elle ne se rend pas compte que l'eau chauffe et qu'à un moment, elle va bouillir. J'étais dans un système très agréable. J'avais une situation professionnelle, avant de lancer ma société, très agréable, des revenus très confortables, une vie familiale extraordinaire. Bref, tout allait très très bien. La seule chose, c'est que je voulais être à mon compte, parce que j'ai tout le temps été très autonome dans ma carrière. Et aujourd'hui, quand je refais le film de ma carrière, je comprends beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous dirai après comment je me considérais. Aujourd'hui, je ne sais pas tout à fait exactement la vérité. Je décide de faire un bilan de compétences pour me dire, bon, je suis paumé, faut que je fasse quelque chose. Alors pourquoi pas un psy? Bon, je commence à avoir une psychologue en me disant, il faut que j'arrive à m'en sortir. Enfin, c'est plutôt mon épouse qui me dit, il faut que tu arrives à t'en sortir. Oui. Moi, j'étais vraiment la grenouille, j'étais dans ma casserole et je me laissais aller, mais vraiment, le parallèle est assez incroyable. C'est-à-dire que je ne faisais rien, j'avais envie de ne rien faire. Oui. Bilan de compétences, je décide de faire une forme d'appel d'offres, donc je vais rencontrer 3 sociétés. Les 2 premières, alors la première, bof, je la sens pas, la deuxième, charmante, très bonne. Mais pour savoir si la personne voulait passer du service A au service B ou de passer de sous-chef à chef. Le truc très carré, ce qui n'est pas moi. J'avais besoin de quelqu'un qui me bouscule. Oui. J'ai besoin d'être challengé. Voilà pourquoi je fais des cours, parce que j'adore quand les étudiants, et c'est pour ça que je suis un peu frustré avec certains, parce que j'ai en face de moi des carpes. C'est très embêtant. J'aime bien les challenges. Oui. Leur lancer une idée, vous allez me créer un projet que je ne connais absolument pas, sur un domaine que je ne connais absolument pas. Ils reviennent vers moi. J'arrive à les challenger, ils me challengent. Enfin bref, il y a un échange, un véritable échange. Oui. Et je rencontre une 3e personne qui, au bout de 30 secondes, me dit « Mais vous avez un comportement typique du HP ». Alors clairement, moi, HP, ça avait 2 significations. Le premier, c'est hôpital psychiatrique. D'accord. Alors, oui, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de HP en hôpital psychiatrique. Oui. On ne les comprend pas. Alors peut-être moins maintenant, mais historiquement, il y a beaucoup de HP en hôpital psychiatrique qui sont sous médoc parce qu'on ne les comprend pas et donc on les calme. Oui, c'est vrai. C'est une horreur, mais a priori, ça semble être quelque chose de prouvé. Le deuxième, c'était Helicobacter pylori. Alors je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît. C'est simplement que c'est la bactérie qui vous donne l'ulcère à l'estomac. Je la connaissais parce que j'avais rencontré un médecin toulousain qui avait développé un vaccin thérapeutique, donc en immunothérapie, donc sans manipulation chimique, avec assez peu d'effets secondaires pour pouvoir éradiquer cette bactérie qui touche quand même la moitié de la population mondiale. Vous avez 50% de la population mondiale, dixit l'OMS. Et voilà, un des traits des hauts potentiels, c'est qu'on part dans tous les sens et il y a un moment, on ne sait plus exactement où on en était. Donc tu as découvert... par cette personne qui me dit, vous êtes HP. Alors elle me dit, oui, je sors de son rendez-vous, elle me dit, je vais vous envoyer un document, vous allez voir avec les caractéristiques. Je décide de travailler avec elle parce que j'ai senti qu'il pouvait y avoir une interaction un peu plus que bonjour, ça va, il y aurait quelque chose. Je lis le document. Alors oui, 90% du document correspond. Mais bien sûr, il y a 10% qui ne correspondent pas. Donc non, je ne suis pas. Je reviens en lui disant ça. Et puis elle me regarde et je ne me sens pas crédible. D'accord. Clairement, on est encore dans le léger monsieur imposteur. mais qui accompagne tout haut potentiel toute sa vie. D'accord. Je pense que même quelqu'un qui est qui est très en avance, qui a énormément travaillé, j'en ai rencontré quelques-uns, il y a toujours une petite part qui arrête un peu. Qui a peur de ne pas être assez, de ne pas être assez, de se retrouver confronté à un blocage. Je vais vous donner le nom que je me donnais. Moi, je suis un couillon qui a de la chance. Pour moi, j'étais un couillon qui avait de la chance. C'est-à-dire que j'ai une carrière qui était extraordinaire, mais pour moi, Bac+4 avec un nombre de redoublements. Heureusement, on a 5 doigts dans la main, donc on peut en prendre 4. J'ai redoublé 4 fois. Ah oui. Donc pour moi, je ne peux pas être en haut potentiel, j'ai redoublé 4 fois, donc je suis un échec scolaire ambulant. C'est pas possible. Il paraît qu'il y a entre 30 et 40-50% de haut potentiel qui sont en échec scolaire parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas possible. Oui, il y a un cadre qui ne leur correspond pas. Absolument. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Certains me disaient que c'était pour essayer de me faire remarquer que je prenais des choses différentes. Parce que tout le monde faisait anglais, allemand, bien sûr, allemand, espagnol. Ou espagnol. Non, t'étais pas à Toulouse à l'époque. Mais... Non, mais il y avait quand même l'espagnol. Ouais. Et nous étions quelques-uns, on était 7 donc en cours, en 4e, on a fini à 6 en 3e, donc, des choses. Et
Et le dernier, c'est le docteur Torossian. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'Helicobacter pylori. Le docteur Torossian, qui était un médecin toulousain, que j'ai rencontré totalement par inadvertance, par un banquier qui m'a fait rencontrer. Parce qu'il louait un bureau dans lequel je ne suis pas allé. Mais voilà. Et dès qu'on s'est vu, ça a matché tout de suite. Ouais. Et je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui était juste un génie, pour moi c'est un génie pur, c'est-à-dire qu'il était ORL, il était aussi gastro-entérologue, il était chimiste, il était physicien, D'accord. Il était plein de choses, il était membre de nombre d'académies américaines, européennes, de différentes sciences. Il a participé à la validation du dernier hôpital qui a été créé à Erevan, parce qu'il était d'origine, il était arménien. Et donc à Erevan, quand ils ont besoin de docteurs, il a fait partie de la cohorte pour pouvoir valider la faisabilité de l'ouverture de l'hôpital, parce qu'elle était en conformité avec les règles internationales. C'est quelqu'un qui est juste... Je me suis toujours demandé comment quelqu'un comme lui, qui est juste summum de l'intelligence de l'intelligence, avait intérêt à discuter avec moi. Ça a duré 10 ans quand même. On s'est rencontrés, malheureusement, il est décédé il y a 2 ans, mais à chaque fois que je l'appelais, il y a des moments où je ne l'appelais pas pendant un mois, parce que je me dis, mais il n'y a aucun intérêt. Et à chaque fois que je l'appelais, c'était comment allez-vous, monsieur Hébert? Et c'est lui qui m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai annoncé, donc je venais d'apprendre que potentiellement j'étais au potentiel. Je n'étais pas encore testé. Et je lui ai dit, voilà, monsieur Torossian, il paraît que je serais doué. Oui. Et il me regarde dans les yeux. C'est la dernière fois que j'ai vu dans ma vie. Et là, franchement, ce moment est... Donc la première chose, c'est que pendant la discussion, il m'avait offert son stylo plume. Oui. Donc le truc d'enfer. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, mais vous n'imaginez pas ce que vous avez en vous. Cette phrase, elle est juste... Je regrette juste une chose, c'est que je n'ai pas pu creuser avec lui. Oui, ce qu'il voulait dire derrière ça. De pouvoir en discuter aujourd'hui. Avec le recul que j'ai, le travail que j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment, de pouvoir échanger avec lui, ça me manque. J'ai fait une chronique il y a 1 an et demi. Sur ça ? Sur lui, sur lui. Et même malgré ça, il m'a fallu encore du temps pour accepter le fait que potentiellement j'étais au potentiel. Et qu'est-ce que ça a déclenché en toi de le savoir, de poser des mots ? Quand tu l'as su, donc tu allais te faire tester, c'est la première étape. Non, tu t'es pas fait tester ? Alors c'est pas du tout la première étape. Le test, c'est dans ma situation. Alors je vais parler de moi. Je parlerai pas de. Oui. Je pourrais peut-être parler un peu après pour mes filles. Je sais que mon aîné, qui l'est quasiment certain. Après, on s'en fout de savoir quel est le niveau. Oui. Le côté imposteur est excessivement violent. Il m'a fallu près d'1 an et demi pour accepter, entre le moment où la première personne m'a dit « Vous êtes typique HP », allez appeler une personne. Alors là, pareil, attention, une personne avec qui vous faites des tests. D'accord. Voilà, je ne nommerai pas de personne chez qui il ne faut pas aller, mais je pourrais donner le nom d'une personne chez qui il faut aller. Elle s'appelle F-Fit. Et c'est quelqu'un qui est d'une bienveillance et qui est d'une honnêteté intellectuelle sans faille. 1 an et demi quand même entre le moment où on me dit ouais t'es HP. Donc c'est pas la première étape, parce que le risque c'est que vous sortiez avec 110. Et que vous soyez déçus. C'est même pas déçu, c'est de se dire ouais non mais ils sont gentils, les gens sont gentils avec moi, mais je suis vraiment quelqu'un de très moyen. Alors 110 c'est un peu au-dessus de la moyenne, parce que la moyenne serait à 100, mais ça reste quelque chose de... Quand on nous dit ça, alors c'est la première étape, on se dit comment est-ce que je vais l'accepter, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais en faire, à quoi ça sert, parce que depuis quelques mois je suis en dépression totale, c'est excessivement compliqué, je sais pas quoi faire, j'ai plein d'idées, je lance 2-3 petites choses, mais je vais pas au bout des projets simplement parce que s'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, c'est d'aller au bout. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est quand on a besoin de créer quelque chose pour pouvoir potentiellement le vendre, et il faut aller au bout. Bien sûr. Mais vous imaginez pas le nombre de projets, j'ai quelques classeurs de projets qui sont pleins une feuille sur quelque chose, sur un projet, mais qui reste comme ça. Un jour peut-être ça ressortira. Donc non, le test, c'est... qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé que sur le coup, je me suis dit, d'accord, ok, donc si tu réagis comme ça, c'est peut-être qu'en lisant, parce qu'au bout d'un moment, vous commencez à lire. Alors, vous achetez des bouquins. Lesquels, par exemple ? Alors, le premier, c'était L'adulte surdoué de Monique de Kermadec. C'était pendant les vacances. En plus, j'ai passé c'était il y a 2 ans. 3 ans. Je ne sais plus, 2 ou 3 ans. Alors, des fois, il y a des surdoués qui ont des super mémoires. Moi, des fois, quand ça ne m'intéresse pas trop. Donc, parce que je l'ai acheté. C'est la première fois que je passais par Amazon, parce que j'étais en vacances. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai lu.
Arrivé à la moitié, je l'ai fermé. En rentrant, je suis allé dans une grande librairie toulousaine, Ombre Blanche, et j'ai commencé à feuilleter certains. Alors tout le monde parle après du Jeanne Siofach, trop intelligent pour être heureux. Oui. Je l'ai ouvert, j'ai lu 2 pages, ça a fait comme une bombe atomique dans mon intérieur, c'est-à-dire que j'ai pleuré. J'ai les larmes qui sont arrivées en plein magasin. On mettait des mots sur ce que tu ressentais depuis des années. Le souci, c'est que je l'ai fermé, j'ai dit non, c'est trop tôt, je ne suis pas prêt. D'accord. Bon, depuis, je l'ai acheté, je ne l'ai jamais lu. Parce que clairement, s'il y a un truc qui n'est pas intéressant, c'est que pathologiser cette façon d'être pour pouvoir se faire du fric, ça ne me plaît pas. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'avec la psychologue que je parle, pas la première, mais j'en ai rencontré une deuxième, qui l'était aussi, qui avait les mêmes, on avait des connexions, m'a fait lire 2-3 livres, m'a fait découvrir Eric Emmanuel Schmitt. Donc j'ai lu mon premier livre, c'était Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Mais bien intéressant. Je connaissais pas le monde du sumo. Bien. C'est la première fois de ma vie. Alors c'est un bouquin qui fait 120 pages. J'ai été obligé de le fermer 4 fois avant de le lire. Au bout de 30 pages, les émotions étaient à leur comble. D'accord. Au bout de 55 pages, les émotions sont à leur comble. Et puis voilà, vous faites ça. Donc je l'ai lu deuxième fois, 4 fois. À chaque fois, donc le soir, vous lisez que 30 pages, c'est pas beaucoup, mais vous lisez 30 pages et après, c'était fini. Et il est tellement puissant que clairement, aujourd'hui, je pourrais le relire. Mais les 2 fois, parce que j'ai dû le lire 4 ou 5 fois, les 2-3 fois suivantes, je m'arrêtais à 5 pages de la fin. D'accord. À la fin, il parle de sa mère. Parce que tout est autour de la maman du héros. D'accord. Qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui est sous-jacente, mais elle sort. Et on comprend, à la fin, il explique le pourquoi du comment de l'histoire. Pourquoi ce qui elle génère est là. l'histoire. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, donc, je pourrais le lire parce que le travail se fait, le temps est là pour permettre de travailler. Quand je dis travailler sur soi, c'est d'accepter énormément de choses, de comprendre comment on fonctionne et de pouvoir un peu, pas minimiser, mais de pouvoir comprendre ses émotions. Oui. Donc ces 4 dernières pages, oui, pendant les 4 fois, je m'arrêtais avant les 4 dernières pages, que je l'ai lu. Donc la 3e fois, j'ai lu les 4 dernières pages. Je lisais avec les larmes aux yeux. Ça coulait, il y a des émotions qui sortaient. Alors, je pense que c'est très bon, hein. C'est un peu comme une purge. Oui, exactement. C'est une forme de détox. C'est ça. On se désintoxique de tout ce qu'on a appris, depuis tout ce que la société nous apprend depuis qu'on est jeune. On se désintoxique avec de nos croyances. Voilà, les croyances, c'est incroyable. Ensuite, j'ai eu la chance de lire les accords Toltec. Un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. Ensuite, il y en a un autre de Raphaël Giordano. J'ai pas commencé par là. On a la deuxième vie. Enfin, ta seconde vie commencera lorsque tu réaliseras que tu n'en as qu'une. Voilà, j'ai commencé par les lions et les salades. Oui. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, le nombre de personnes, notamment mon ancien boss que j'ai failli balancer par la fenêtre du 4e étage, je me suis dit, si lui, il avait pu faire cette académie qui permettait de comprendre que on est tous humains et qu'on a tous notre part de sensibilité plus ou moins bien cachée. Enfin, lui, je pense qu'elle est très très cachée. Mais elle est là, quelque part. Elle est là quelque part, mais elle est vraiment très très cachée. Ouais. Et au fil des lectures, au fil des rencontres, et puis au fil du travail perso sur soi, qu'on fait sans le savoir, il y a un moment où on se dit on va faire le test. D'accord, donc tu l'as fait quelques années après 1 an et demi après la première année. Donc, entre le moment où on me l'a dit la première fois et le moment où vraiment j'ai pris en main, il y a 2-3 mois quand même où j'ai eu besoin de vouloir tout exploser. C'est un peu ce que je dis dans ma nouvelle émission, c'est tout casser pour tout reconstruire. D'accord. Mais le souci de tout casser, c'est non. Ça me faisait aussi peur parce que la plupart des gens que je rencontrais qui me disaient on est venu potentiel, on a tout changé. Boulot, et famille. Et moi, s'il y a un truc que je peux pas, c'est la famille. C'est pas possible. Ça me faisait aussi peur. C'est aussi peut-être un des points qui m'a bloqué pour pas que j'avance. Pour aller jusqu'au bout. J'avais vraiment peur de me dire, je vais me retrouver tout seul. Je vais éclater la cellule familiale. Mais qu'est-ce que ça aurait changé pour toi en fait ? Parce que de le savoir, tu penses qu'après les résultats, tu aurais eu un autre comportement qui aurait remis en question les structures C'est un peu ça, c'est de savoir mon vrai moi. D'accord. Que j'enlève mon masque. Là, j'enlève mon masque du mec qui a réussi dans la finance, qui a réussi. Oui, a priori, certains m'ont dit que j'avais eu une carrière fulgurante. J'étais patron d'une gestion de 150 millions d'euros à 32 ans. Donc pour ceux qui sont dans la finance, ça peut leur parler. J'avais 2 actionnaires, Accor et Natixis, au-dessus de moi. Je gérais jusqu'à 1,7 milliard d'euros. Moi, je pense qu'on peut parler de réussite de façon objective. Voilà, à 32 ans, j'avais la possibilité de passer des ordres sur 1,7 milliard d'euros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Grosso modo, on est dans un immeuble, là, on achète le pâté de maison, peut-être même celui d'à côté, peut-être encore celui d'à côté, j'en sais rien. Je ne me rends même pas compte de ce que c'est.
Oui, ça faisait 4 ans et demi que je pataugeais dans ce monde. Oui. Alors, qui est très agréable, parce que tous les matins, vous allez déjeuner au Crayon, au Ritz, au Meurice. Vous allez manger chez Taïwan, chez Gagnère. Oui, matériellement, il y a tout. Ah, il y a tout. Et puis, à Noël, les caisses de vin qui arrivent, alors vous n'êtes pas un spécialiste du vin, mais vous regardez les noms, vous dites, je les connais tous. Puis c'est quoi des Bordeaux et des Bourgognes, et puis il y a du Champagne, et puis alors tous les noms, voilà, vos Ruinards, j'en avais un certain nombre. Alors bon, ça fait 15 ans que j'ai arrêté, donc j'en ai un peu moins, mais oui, c'est un autre monde. Oui. Vous allez à Roland-Garros, c'est très agréable. Vous mangez à l'Opéra, vous avez un défilé de mode. D'accord. C'est pas Jean-Paul Gaultier, c'est Christian Lacroix. D'accord. Oui. Donc Christian Lacroix vient vous présenter parce que vous faites. Partie de cette branche de la société. Voilà, mais toi, ça te nourrissait pas. Alors, du coup, sur le coup, c'était. Alors, je ne vais pas dire une revanche, mais je venais d'une fac de province, d'Orléans, bac plus 4, maîtrise de finance à Orléans. En face de moi, à côté de moi, j'avais des gens qui avaient fait la Sorbonne, qui avaient fait des grandes écoles. Donc, ils sortaient tous d'écoles de Paris, de grandes facs parisiennes. J'étais le petit provincial qui arrive. Qui avait réussi. Et je me disais, c'est génial. C'est génial. Je prends tout. J'accueille, j'accepte. Mais sans vouloir en avoir plus, toujours en étant dans mon coin, parce que l'imposteur est très, très près. Et là, je vais finir sur cette partie-là, et je vais revenir sur le test, parce que oui, je digresse beaucoup, énormément. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à me suivre, mais... Tu rajoutes du récit, du contexte autour de l'idée principale. J'adore le storytelling, c'est mon truc. Je me dis qu'un jour, si je pouvais faire du storytelling... Ah ben oui, là... C'est un peu ce que j'essaie de faire dans les émissions quand je présente un groupe de rock. Oui, mais c'est clair. C'est d'expliquer un petit peu qui est le groupe. Tu avais une idée d'émission aussi que tu voulais présenter, je crois, chez TF1, tu en avais parlé. Autre spécificité, et on vient après au test, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié celui-là. La spécificité de personnes qui sont neuroatypiques, voilà encore un autre terme, et qui sont vraiment à la droite de Gauss. Alors ça, c'était aussi une idée d'émission que j'avais, mais que je n'ai pas fait parce que voilà, problème de temps. Et puis peut-être aussi une motivation, parce que j'avais peut-être pas vraiment envie de la faire, et que c'est peut-être pas le temps, mais un jour ça sera le temps. C'est de partir sur énormément de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne me lâchais pas, si je ne m'étais pas contraint à 3, 4 ou 5 projets, j'en serais à 25. Mais il n'y en a aucun qui avance. Et là, même à 5, il y en a qui n'avancent pas. Oui, et puis la fatigue aussi derrière, corporelle, puisque on en parlait avant, dès qu'on fait quelque chose, bon là je m'inclus du coup, mais on ressent très fortement, nos émotions sont décuplées, les sensations sont plus fortes, et en fait on reçoit beaucoup d'informations au même moment de façon concentrée. À chaque projet nous atteint en plein cœur, donc c'est un coup émotionnel qui est aussi fort derrière. Donc, absolument. Et là, ce qui est bien, c'est que nous sommes dans une pièce. J'ai choisi cette pièce parce que je la connais. Oui, donc tu vas pas regarder partout. Alors, même si en fait, je crois qu'on regarde tout le temps partout, on est tout le temps à l'affût. La seule chose, c'est que comme je connais les meubles, les décorations, les vues, mon esprit sera moins capté. Sera quand même capté, mais de façon moins importante, ce qui me permet de plus facilement me concentrer sur l'interview. Oui. Samedi soir, j'étais à un cocktail à la fin d'un festival, je discutais avec quelqu'un, et je pense que je l'ai gêné, parce que je n'arrêtais pas de regarder partout. Ah oui, je comprends. Il y avait Pascal Légitimus, un des inconnus, il y avait Patrice ou Patrick Elbé, je ne sais plus, enfin réalisateur, et d'autres personnes connues, et puis d'autres personnes que j'avais... Il y a 50 personnes dans la salle, j'ai envie de les voir toutes les 50 parce que j'ai envie de me faire une idée des personnes, même si c'est pas, mais c'est mon idée. Est-ce que du coup, justement, de mettre des mots sur ton fonctionnement t'a permis d'améliorer ton rapport au monde? Est-ce que tu crois que ce test, ce cheminement te permet justement de vivre ton plein potentiel, d'exprimer cette pleine potentialité dans ce que tu es aujourd'hui? Je crois. Je crois. Enfin non, je ne sais même pas, je crois, j'en suis sûr. Et de plus en plus. Et c'est là où je me dis que le temps est notre meilleur allié. Le souci, c'est que moi, je l'ai appris à 48 ans. Alors, je suis très... Après, je pense pas qu'il y ait un âge optimum pour l'apprendre. Mes filles l'ont su à 18 et à 15 ans. Et c'est très compliqué aussi parce qu'on est quand même dans une période où il faut être dans le groupe, donc pour moi il n'y a pas d'âge optimum, mais plus tôt on le sait, je pense que mieux c'est. Après voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, entre les cours d'il y a un an et les cours, par exemple, je prends ça parce que
j'ai peu d'expériences qui ont continué, qui ont commencé il y a 2-3 ans, et puis qui ont continué. Il y a la radio et les cours que je donne dans une école de commerce. Ma façon d'être aujourd'hui par rapport à ce que j'étais il y a 1 an en cours, n'a rien à voir. Alors, je n'ai pas encore refait de cours que j'avais déjà dispensés l'an dernier pour voir comment je vais être, mais là, je suis vraiment moi. C'est-à-dire que je peux arriver en cours, Master 2, je leur ai dit en début d'année. Alors, c'est pas vraiment le cas parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. Je leur ai dit, de toute façon, cette année, moi, je vais rien faire. C'est vous qui allez bosser. Bon, je les ai un peu surpris. Oui. J'avoue que mon idée était de faire de la classe inversée, mais comme je vous dis, un peu plus tôt, j'ai du mal à les embarquer. Donc, ayant du mal à les embarquer, je n'ai pas vraiment envie non plus d'aller une étape beaucoup plus loin. Je sais qu'il y a des cours en première et deuxième année. Alors surtout les deuxième années, parce que je les ai déjà eu en première année, oui, là, je vais pouvoir le faire. Et oui, je suis moi, je suis de plus en plus moi. Je ne vais pas dire que je danse en classe, mais voilà, entre guillemets, je me moque de ce que les autres pensent. Parce que ça, le regard des autres est quelque chose qui est excessivement sclérosant. Oui. Même castrateur. Hein. Ah oui. Même plus que sclérosant. On est dans le côté... Les autres me regardent, et non, je ne bouge pas, parce que si je sais pas... Je me gratte la tête, on va se poser plein de questions. Mais non, les autres gens s'en foutent de ce que vous êtes. Mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, ça bloque un peu dans tout ce qui est oser. Oui, c'est vrai qu'oser, c'est un de mes termes les plus... Pour moi, c'est à la mode. À ma mode. D'accord. Donc, c'est ce que tu fais maintenant, que tu faisais moins avant. Avant, je disais, oui, je fais de la radio parce que, voilà, je trouve ça bien. À la limite, je m'excusais de faire des choses. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Ah ouais, je fais de la radio, ça te plaît pas, tant pis. On est 60 millions en France, s'il y a 10 personnes qui s'appelaient, très bien. Puis s'il y en a 50, tant mieux. Puis si un jour il y en a un peu plus, c'est génial. Et puis s'il y en a 150 qui n'aiment pas avec 10 qui aiment, je m'en fous. Oui, c'est ça. Au moins pour les 10, j'ai fait quelque chose pour moi, pour les 10. Ouais. Oui, parce que c'est très, très, très égoïste. Pourquoi je fais tout ça ? Parce que ça me permet de continuer à apprendre. C'est aussi une des autres caractéristiques. C'est que si j'apprends pas, je vois pas à quoi ça sert de vivre. Il faut apprendre, tout le temps apprendre. Stimuler. Toujours stimuler. L'élasticité du cerveau est très, très, très importante. Donc, dès qu'on peut faire une nouveauté, alors j'adore les routines, les jeux à la con qu'on fait X fois, j'adore. Ça horripile quelques personnes. Mais voilà, je suis capable de jouer pendant 1 heure. Après, je me dis, t'es quand même con, t'as joué sur un truc qui n'a aucun intérêt. Peut-être que ça te permet de poser un peu ton esprit. Sûrement, parce que c'est devenu maintenant une routine pour certains jeux et je ne pense plus à X millions de choses. Si, j'y pense quand même, parce que pourquoi je fais ces jeux ? Parce que certains, à la fin, me donnent une forme qui, de temps en temps, sont des noms de lieux que je ne connais pas, donc que je note en me disant peut-être qu'un jour, je pourrais faire une émission là-dessus, sur les lieux insolites, sur... Oui, ça n'arrête pas. Et même la nuit, ça n'arrête pas. Même si je demande à mon voisin du dernier étage, donc c'est monsieur le cerveau, à une époque, je lui ai demandé de ranger les idées que j'avais. D'accord. Ça n'a pas marché. D'avoir des idées de job plus tard, ça n'a pas marché. Rien ne marche. Je pense que la méditation peut fonctionner. Oui, ça continue à tourner. Ça tourne tout le temps. Alors, au début, je disais j'ai un hamster. Des fois, je leur dis j'ai 3 hamsters. Voilà, j'en ai là, j'en ai un de chaque côté, puis j'en ai un au niveau du front et qui tourne. Donc, ça chauffe. Et je crois que scientifiquement parlant, ça n'arrête pas. Dès le réveil. Dès le réveil, même dans la nuit. Le cycle de sommeil est totalement différent. C'est-à-dire que le sommeil profond est beaucoup plus... et moins important. Les cycles sont les mêmes pour tout le monde. Que vous soyez... on va dire neurotypique ou neuroatypique, c'est pas pour dire pour les gens qui sont doués avec un QI un peu plus important que 130, voire même à 125, on peut être au potentiel. La frontière, elle est fluctuante. Mais a priori, le sommeil paradoxal dans un cycle est plus important chez les personnes qui ont le cerveau qui va dans tous les sens. D'accord. Et donc le sommeil profond un peu moins... D'accord. Je me réveille fatigué depuis 51 ans, j'ai 51 ans. Voilà. D'accord. C'est bête. Je n'arrive pas à véritablement me reposer. Mais c'est pas grave, on fait avec. Donc toi, diagnostiquer ça, donc pour toi, est-ce que tu penses que ça peut aussi être comme une étiquette, justement une excuse que tu mettrais à toute attitude, pour toute occasion ? Est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir ce genre de travers-là, où tu peux pas me comprendre, je suis haut potentiel ? Est-ce qu'il y a finalement les autres et les hauts potentiels, tu vois ? Est-ce que ça pourrait être, selon toi, une critique à faire sur... Oui, absolument. C'est comme il y a les énarques et les autres. Non, pas du tout. Alors, non. Ta remarque est géniale parce que, oui, c'est vrai, au début. Ouais. Au début,
Je dis pas, non mais vous ne comprenez pas ce que je fais. Déjà, il y a quelque chose de super important. C'était une idée d'émission que j'avais dans le cadre de À droite de gauche, qui était une émission en me disant je vais faire une émission à peu près tous les 15 jours. Je fais l'émission de radio je faisais 2 émissions par mois. J'avais décidé d'en faire une vraiment pour expliquer le haut potentiel. Mais ça pouvait être les relations sociales, ça pouvait être à quoi faire le test ou pas. Et j'en avais imaginé. Et puis l'autre aurait été une émission un peu barrée, ce que je fais aujourd'hui, sur X sujets, pour montrer un petit peu, pour intéresser toute personne, et je sais que ça intéressera énormément de haut potentiel parce qu'il y a une soif de connaître, de savoir, d'apprendre qui est infinie. Oui. Et un des sujets, faut-il faire son do once out? Faut-il en parler? Oui, à un moment donné, au début, c'était grosso modo intérieurement, j'ai dit mais bon, vous ne comprenez pas parce que je fonctionne différemment. Mais c'est comme quand vous avez un nouveau jouet. Imaginez, on vous offre, je sais pas, vous aimez les voitures, on vous offre une petite voiture très sportive, vous allez y aller à fond au début pour tout tester. Dans les virages, vous allez essayer de la faire crisser un peu. Vous avez un nouveau micro, vous l'essayez. Au début, c'est normal, je pense que c'est normal. Tout ce qui est nouveau, on veut se l'approprier. Sans lire le mode d'emploi, bien entendu, parce que je ne lis jamais un mode d'emploi. Bon, des fois, je m'énerve parce que je ne comprends pas alors que c'est écrit sur le mode d'emploi. Et là, pour la première fois, j'ai lu un peu mon mode d'emploi. D'accord. Mais j'étais pas d'accord, parce que je me dis, c'est pas moi. Mais au fur et à mesure, en acceptant, je lis plus de mode d'emploi. C'est-à-dire que tous les bouquins que j'ai achetés qui sont vraiment haut potentiel, c'est fini. Je n'ai plus du tout envie de les lire. Ça n'a aucun intérêt. Donc tu t'étudies toi, tu lis ton propre... tu as une nouvelle posture, tu sens... je me sens... Là, aujourd'hui, c'est pas... Je me dis pas... oui, non, mais c'est normal, tu comprends pas. Non, je me dis, ok, d'accord, je suis comme je suis, tu es comme tu es. On a nos façons de s'exprimer. Moi, je suis à tel niveau, tu es à tel niveau. D'accord, donc toi, finalement, ça permet pas une séparation, mais au contraire un meilleur rapport à toi-même, au final, donc qui va peut-être provoquer moins de colère. Tu parlais de colère, tout à l'heure, des émotions moins fortes, parce qu'avec toi, tu te sens mieux. J'ai plus de colère. Je me suis mis en colère il y a 3 mois, 4 mois. Mais alors, une colère niveau 2. D'accord. En général, je vais dire niveau 10. Allez, parce que j'ai vraiment été violent. En général, les colères montaient à 100. C'est-à-dire que j'étais capable de claquer les portes, d'exploser tout, de partir à fond avec la voiture, faire crise. Le mec qui pétait les plombs. Mais vraiment qui pétait les plombs. Et aujourd'hui, je n'ai plus de colère en moi. Super. Et je pense qu'il y avait ce côté de le savoir. Alors, est-ce que c'est une colère de ne pas l'avoir su plus tôt? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne cherche plus à savoir pourquoi. Je cherche surtout à comprendre comment l'utiliser pour pouvoir faire le mieux. Alors, je pense qu'il y a un truc un peu avec la transmission du savoir. Il y a quelque chose là-dessus, mais j'en suis même pas sûr. Mais c'est un peu vers là. Après, maintenant, il faut que j'arrive à trouver mon chemin. Et ça, c'est aussi un des moments difficiles, c'est de trouver son chemin. Parce que, juste pour dire sur le test, la phrase que m'a dit la psychologue, je lui dis oui, mais alors, parce que le chiffre, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible. Elle m'a dit si. Ah non, c'est pas moi. Si, impressionnant. Je suis pas à 160 comme Einstein, mais il était haut. Il était très haut. Et en plus, elle me dit, vous êtes homogène, c'est-à-dire que vous avez plusieurs critères qui permettent de calculer le quotient intellectuel, et vous avez des personnes qui sont très très hauts sur quelques critères, mais un peu plus bas, qui sont en dessous. L'écart entre le plus haut et le plus bas est un peu plus important, je crois, de 20 points. D'accord. Donc vous pouvez être haut potentiel à 135 avec des critères qui sont à 100. Donc vous êtes dit hétérogène, donc vous êtes vraiment haut potentiel, mais il y a des points sur lesquels vous êtes un peu, entre guillemets, comme tout le monde. Comme je dis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'un haut potentiel, c'est à peu près 2% de la population à 3%, voire 4%. Donc la majorité des 95%, vous fonctionnez pour certains points. Non, moi je suis homogène, c'est-à-dire que tout est au-dessus de 130. Et elle me regarde, elle me dit, maintenant monsieur Ebel, tout est possible. C'est juste une bombe atomique. Ça vous prenez dans la tête un tsunami. Il n'y a pas de limite. Parce que sur le coup, vous ne le comprenez pas, vous dites, c'est génial, tout est possible. Puis quand vous vous posez, vous dites, mais ça veut dire que mais qu'est-ce que je vais faire? Ça vous Parce que tu peux tout faire. On peut potentiellement tout faire. Et ça, il faut y dur. aller. Mais vers quoi? Parce que tout faire, alors moi je pensais au potentiel tout de suite, je me suis dit c'est la physique quantique, c'est la neuro, bio, c'est machin. Tu penses à ce qui est un peu voilà, exactement, inaccessible. Non, mais même il y a des hauts potentiels qui peuvent être des métiers de, tu vois, l'artisanat, des métiers où tu n'as même pas de calcul, où c'est juste les mains, l'art, le contact humain. Créer quelque chose, c'est créer un jeu, c'est écrire une émission de radio, c'est juste peut-être avoir un peu de facilité
Mais avec du travail, parce que bien entendu, je crois que c'est Einstein, moi, je vais me faire le mec qui sait, hein, Einstein qui disait, la réussite c'est 5% de talent et 95% de sueur, un truc comme ça, ou 90%. Même pour Einstein. Et pourtant lui, a priori, il était à 160, donc sur un des classements, il était au top du top. Mais il était impressionné par quelqu'un comme Chaplin, par exemple. Il dit, ça c'est génial, parce que tout le monde vous connaît, on sait exactement ce que vous faites. Ah oui, mais vous aussi. Chaplin lui répond, tout le monde vous connaît. Oui, mais moi, personne ne comprend ce que je fais. Voilà. C'est pas exactement la phrase, mais... Oui, je vois l'idée. Mais l'idée, il y a une super photo, ils sont tous les deux. D'accord, j'irai voir. Mais peut-être que tu es un peu tout ça à la fois. Alors. Peut-être, mais c'est assez un chemin qui est compliqué. Je comprends. D'avancer vers où on va. Oui. Et qui on est. Mais peut-être que tu es là déjà, tu vois. Ah oui, la notion de sens et d'utilité aussi est très forte. Ah oui, parce que générer l'argent des autres pour leur faire gagner plus d'argent, c'est bien, mais c'est bullshit. Hein. On ne crée rien. C'est-à-dire qu'on ne crée rien. C'est-à-dire qu'on c'est du vent, c'est de la matière. Ça n'a pour moi, ça n'a aucun intérêt. Il faut créer. J'adore travailler avec les mains. Donc je me dis que peut-être si un jour j'invente un jeu, c'est mon rêve. Bon, il y en a déjà 2 qui sont en cours. Mais, génial. Puis il y en a 3 qui seront jamais finis parce que j'ai pas envie de les finir. Mais c'est ça, il faut créer, il faut avec les mains. Prendre un crayon de couleur, un cutter, un résultat concret. Voilà, qu'il y ait quelque chose à créer parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin, à quoi ça sert de faire que de la philosophie, c'est très intéressant, sociologie, c'est très intéressant, mais juste parler pour parler. Ou au moins le sourire d'une personne en face. Oui, un échange. Un échange, c'est que la personne à la fin me dit j'ai adoré ce qu'on a fait, ou j'ai progressé. Il y a 3 semaines, j'ai un étudiant qui m'a contacté, qui est en 2e année de l'école où donc je l'aurai pas cette année, il m'a contacté, il m'a dit Monsieur Ebel, on a eu des cours. Suite au cours, est-ce que vous accepteriez qu'on échange sur un projet? Je viens de créer une boîte et je suis bloqué. Génial. Juste rien que celle-là, ça m'a fait ma semaine. Je me suis dit c'est génial. C'est peu, mais c'est juste énorme. C'est déjà une vie. C'est juste une vie. Un étudiant. Voilà. Et on se rend pas compte. Moi, je sors de mes études, l'impact de nos enseignants, de nos aînés. On a besoin de repères, on a besoin de personnes à qui s'identifier. Et donc, pour cet étudiant, s'il nous écoute, tu l'auras beaucoup mal. Il s'appelle Enzo. Petite dédicace à Enzo alors. Bon, j'espère que les personnes qui auront écouté cet épisode auront été touchées aussi par ce témoignage. On va terminer par la dernière question du podcast, qui est celle de la signification pour toi du nom du podcast, à savoir Nouvelle Conscience. Donc comment ça a résonné pour toi quand tu l'as lu la première fois? Alors quand j'ai lu la première fois, clairement, j'ai pas vu nouvelle, j'ai vu conscience. Parce que j'ai pris conscience avec du temps, bien entendu, entre le moment où on me l'a dit, où elle s'appelait Isabelle, qui me l'a dit, et là, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de prise de conscience. Donc la prise de conscience est énorme. La nouvelle conscience arrive dans un deuxième temps. C'est d'accepter qui on est, mais surtout de le découvrir et de l'accepter. Parce que quand vous le découvrez au départ, vous prenez c'est une nouvelle conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez. C'est même pas une nouvelle, c'est vous, mais caché par un masque. Donc vous enlevez votre masque. Disons que nous sommes à Venise au carnaval, vous enlevez le masque et vous êtes vous, vraiment vous. Vous n'êtes pas un personnage. De le travailler sans le travailler, parce que le travail se fait inconsciemment. D'accord. J'ai la sensation que ça se fait inconsciemment. Cette nouvelle conscience, c'est d'accepter d'être soi-même, d'être moi, ce que je suis. Cette interview, il y a 2 ans, je ne l'aurais jamais fait. Les cours, je ne les aurais jamais fait. L'émission de radio, aujourd'hui, quand je la fais, j'arrive. Alors, je prépare de plus en plus. Ah oui, il y a aussi autre chose. Je ne procrastine beaucoup moins. Bon, j'ai abandonné mon titre de champion olympique intersidéral de procrastination parce que j'étais capable de procrastiner pendant des semaines et des mois, ce qui horripile aussi beaucoup de gens. J'arrive à dire de temps en temps non. Alors ça, c'est encore très compliqué parce qu'en général, un potentiel du mal à dire non parce que comme il veut toujours apprendre, on lui dit tu vas faire. Moi, j'étais directeur de la gestion, tu vas faire le contrôle interne. Oui, c'est interdit par la réglementation. Alors si l'AMF nous écoute, vous pouvez. C'était il y a 11 ans, il y a prescription. Tu vas faire aussi la déontologie, tu vas écrire les règles du back-office, tu vas faire le système d'information, oui, tu vas faire la compta, oui, bien sûr. Bref, j'ai tout fait sauf le commercial. Mais je disais à tout parce que j'avais envie de comprendre, d'apprendre. Aujourd'hui, j'arrive à dire un petit peu non. Mais c'est en apprenant, on passe pas de tout à rien ou de rien à tout. Oui. Le chemin est plus ou moins long et c'est vrai que notre meilleur partenaire, c'est nous. Le deuxième, c'est le temps.
mais il faut pouvoir avoir le temps. J'ai eu la chance de pouvoir avoir le temps. Pour pouvoir rebondir, il faut être capable aussi de se laisser aller au fond, sans vouloir trop se battre pour remonter, se laisser aller, et on rebondit quand même beaucoup mieux que si on essaye de vouloir absolument forcer parce qu'on se fatigue. Oui, bah oui. On est dans la résistance. Voilà, et la résistance, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il faut peut-être mieux se laisser aller pendant quelques jours pour pouvoir rebondir. D'accord, donc nouvelle conscience, pour toi, ce serait l'acceptation et la fluidité, alors une certaine forme de fluidité. Fluidité, excellent. Je vais retenir fluidité, parce que oui, la vie est beaucoup plus fluide. Ouais. Même s'il y a toujours des petites... encore, il y aura toujours des petits accros, des petits moments tendus, mais c'est beaucoup plus fluide. D'accord. Merci Eric. Merci Manon. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.